Alors, est-ce que Frédéric, tu me vois? Est-ce que tu es là? Hmm, Je vais attendre que Frédéric se connecte. Est-ce que tu peux écrire un commentaire, Frédéric, si tu me vois ou si vous me voyez, si vous m'entendez? Euh, Tac. Il me voit, il m'entend. Allez hop, juste pour vérifier déjà. Euh, alors, Frédéric, si tu me vois, si tu veux me lancer une invitation, pour qu'on puisse partager l'écran. Je t'ai invité déjà, je ne sais pas si tu me vois. Je pense que tu arrives. On va y arriver, hein. C'est toujours comme ça au début. Une fois que c'est lancé, après... Ok, super, t'es là. Je t'ai envoyé une invitation. Tu m'entends, super. Ok. Alors, est-ce que tu as reçu mon invitation? On va parler science et foi. Ça va être super intéressant. Ça va être même passionnant. Alors, je ne sais pas si tu veux m'envoyer une invitation. Moi, je t'en ai envoyé une, Frédéric, mais si tu veux, tu peux m'envoyer une invitation. C'est tout en bas de l'écran, le petit bonhomme avec la flèche qui sort. Est-ce qu'on me voit bien aussi? Est-ce que l'image n'est pas saturée ou en pixelisée, comme la dernière fois? Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Et bonsoir Frédéric Fonton, bonsoir maman. Alors Frédéric, est-ce que tu arrives à me demander une invitation ou en tout cas accepter mon invitation? Est-ce que tu y arrives? C'est tout en bas. Alors Frédéric, c'est tout en bas. Il y a un petit bonhomme avec une flèche. Euh, S'il y a des personnes qui peuvent lui faire un petit commentaire pour savoir comment il faut qu'il m'invite ou comment il faut qu'il se propose à partager le live. Non, mince. Euh, Peut-être que si tu es sur ton PC, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il faut être sur un téléphone. Je sais pas si c'est tout. Si tu es sur ton PC, c'est peut-être ça qui bug. Essaye peut-être depuis ton téléphone. Oui, oui, bah ouais, moi aussi j'ai la foi. On va y arriver. Oui, le grand sujet de ce soir. Allez, vas-y, on tente. Ouais, parce que là, on a plein de sujets super palpitants à aborder ce soir. Euh, le début de l'univers, la création, qu'est-ce que la foi? On va parler aussi de la science. Euh, pour les personnes qui sont cartésiennes, comment ça se passe? Est-ce que c'est une dualité ou est-ce qu'on peut relier les deux?
Puis on va parler de plein de choses différentes. Je vais pas tout vous dire, vous dévoiler. Ça y est, super. Ok. À jouer en cours. Allez, génial. Ça arrive. Ça y est, tu es en live, mais je ne te vois pas. Alors, je vais essayer de basculer en audio, Alors, je en t'entends. vidéo. Ok. Ouais. Hum, alors, comment faire? Tchouk, tchouk. Hum, hum. Peut-être. euh, J'avoue que je sais pas trop. Ça résonne. Ce serait dommage que je n'ai pas l'image. Ah oui, oui, ça serait carrément dommage. Hmm. Attends, je vais réessayer Est-ce que autrement. moi, peut-être de mon côté, je peux... Attends, je regarde si je peux faire quelque chose. Euh, hmm. Hmm. D'accord. Bon, normalement... Yes! Oh yes! Bon, je crois qu'on y est. Salut! Ouais, ça y est, on est arrivé. Ok. Bon, ça c'est bon, ça t'a pas trop posé de problème de changer, de passer de ton ordi à ton téléphone? Non, non, c'est bon. Désolé pour le décalage. Il n'y a pas de souci. C'est bon. On y est. Allez, super. Eh ben, bienvenue. Ça y est, on est en live. On est parti pour une heure de sujets palpitants et passionnants à partager. C'est le deuxième live qu'on fait ensemble. Ouais. La première fois, on a parlé de spiritualité, de physique quantique. On a abordé plein de choses au niveau de bah, la création, l'univers, enfin toutes sortes de choses, surtout par rapport aux recherches que tu fais et qui étaient vraiment des informations qui pouvaient vraiment permettre d'avoir un nouvel éclairage sur l'univers en soi. Et on s'est régalé. C'était très intéressant. Et je savais qu'il y aurait un deuxième live parce que tu as tellement de choses à partager, je trouve, puis de par tes recherches, de par les livres que tu as écrits, de tout ce que tu fais. Un être au multi-potentiel, si on peut dire. Et du coup, donc voilà, donc tu fais plein de choses. Je vais peut-être te laisser te présenter parce qu'en fait, tu es tellement multipotentiel que j'aurais peur de dire quelque chose qui, enfin voilà, ou d'oublier quelque chose qui est important. Du coup, Ok. Frédéric, qui es-tu? Bon. Mais en tout cas, bonjour aux participants et puis à toutes ces personnes qui vont regarder le replay. Donc, je m'appelle Frédéric Bernier. Donc, je vis à Nantes. Donc, je suis un communicant à la base. Donc, ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille dans le monde de la communication, puis du marketing. Donc, je suis consultant, formateur, conférencier dans ce domaine-là. Et puis, depuis 6 ans, je suis également coach spécialisé en émergence des talents et en multipotentialité. J'ai une autre activité un peu plus secondaire, mais qui est régulière, hein, d'énergéticien. Donc, je facilite des guérisons avec différentes techniques connues ou moins connues, comme le Reiki, l'Access Bar, la kinésiologie, la lithothérapie, et puis surtout une technique moins connue qui s'appelle le Theta Healing. Et en parallèle de ces activités, j'ai un sujet très important qui n'est pas un projet lucratif en soi,
Aujourd'hui, c'est pas le but, c'est un sujet de recherche. Je suis chercheur indépendant en métaphysique et en sciences et en mystique quantique. Et donc, il y a 4 projets qui tournent autour d'une théorie que j'ai développée ces dernières années. Il y a l'idée de créer un institut de recherche en sciences et en métaphysique qui pourrait voir Mhm. le jour cette année, enfin. La publication d'un roman d'aventure initiatique pour préparer un peu les esprits, la rédaction d'un essai scientifique en lien avec ma théorie et des conférences que j'anime à peu près tous les 3 mois. Voilà, pour expliquer ma théorie, il faut à peu près 3 heures. C'est des conférences nocturnes. Voilà, sur toutes les corrélations entre les sciences de l'infiniment grand, de l'infiniment petit et les philosophies spirituelles millénaires. Ok. Voilà. Je, je me permets juste de te couper un peu. Il y a des commentaires qui disent que ça résonne beaucoup et qu'il y a un écho, que c'est pas agréable. Est-ce que c'est passé? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que l'écho vient de moi ou vient de toi? Est-ce qu'on peut nous dire? Parce que là, je vois qu'il y a une personne qui dit, oh là là, ça résonne beaucoup, l'écho est là, c'est difficile à suivre. Euh, Est-ce que le son va mieux? J'attends de voir si ça y est, c'est parfait. Ok. Bon, ça semble bon. Ça semble résolu. Ok. Bon, si jamais il y a d'autres soucis, n'hésitez pas à nous dire que ça soit audible. Ok, oui, donc, et notamment un livre que tu as écrit sur la multipotentialité. Oui, alors sur ce sujet de multipotentialité, oui, l'année dernière, j'ai publié les 4 tomes de cette série d'ouvrages sur la multipotentialité. Puis j'ai D'accord. publié la version intégrale l'été dernier, donc il y a 20 clés de succès pour les entrepreneurs multipotentiels. Et puis dans les 4 tomes, en fait, dans chaque tome, il y a 5 clés de succès et 10 témoignages d'entrepreneurs multipotentiels. Ok, Oui. super. Ben, du coup, j'imagine que tu es déjà un multipotentiel, un haut potentiel. Je sais pas comment on dit. Alors, je suis HPI et je suis multipotentiel. Ouais. Les deux, c'est des sujets connexes, mais un petit peu Mm, différents. Donc, un sujet qui est assez vulgarisé maintenant, qui est la surdouance, ce qu'on appelle les HPI, les zèbres, les potentiels intellectuels. La mm. multipotentialité, c'est un sujet complémentaire. Donc, la plupart des entrepreneurs que j'ai interviewés m'ont paru collés à la surdouance. Je pense que c'est des personnes qui sont effectivement qui ont un QI supérieur à la moyenne, qui leur permet de développer des passions, des activités différentes. Donc oui, c'est des sujets qui sont connectés. Ouais. Bah, vu tout ce que tu fais et tout ce que tu arrives à faire, enfin, moi je me dis waouh, ça demande d'avoir plein de branches partout et d'être aware. Non, c'est fascinant. Et bien organisé surtout. Ouais, 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 c'est clair. C'est surtout ça aussi la clé, je pense. Donc pour plonger dans le vif du sujet, donc on avait parlé, donc on va parler de la foi, de la science, la spiritualité, la mystique quantique. Enfin, on va un peu parler de tout ça. Mais je voulais d'abord ouvrir le sujet sur euh, il y a des personnes qui sont cartésiennes et qui croient qui ont, ben, pour moi, hein, elles ont quand même la foi, mais la foi en la science. Donc des choses qui sont mesurables, quantifiables, voilà, qui sont décortiquées, analysées et qui sont mises en étude et en calcul. Et il y a une partie de la population qui a une foi. Alors, on peut parler de religion, mais on peut parler aussi autre que la religion, parce il peut y avoir aussi des personnes qui sont athées, mais qui ont la foi, Oui. et qui croient en quelque chose qui est invisible à nos yeux, qui n'est pas mesurable, qui n'est pas calculable, qu'on ne peut pas palper, mesurer, ou en tout cas appréhender avec notre cerveau. Et du coup, comment on arrive à faire le lien déjà? Comment on arrive à se relier à ces personnes-là et comment on arrive à trouver le lien entre la science et la foi?
Alors, je sais quand on avait préparé ce petit live, on s'était dit que souvent les personnes qui se disent cartésiennes ne croient pas en Dieu. Et du coup, on se pose la question, d'accord, mais dans ce cas-là, qui a créé la vie? Il y a toujours cette histoire de l'œuf ou de la poule. Ouais. Donc, on aurait d'un côté une fausse dualité avec d'un côté les personnes qui seraient des scientifiques, donc qui seraient des profils qui seraient uniquement dans le raisonnement, la réflexion, la stratégie, le respect des règles, des normes, des protocoles, qui n'auraient aucune connexion spirituelle. Et puis en face, on aurait des personnes spirituelles, éveillées, qui seraient parfois, on dit même perchées, etc. Et ce serait deux populations qui ne dialoguent pas. En fait, la réalité, elle est plus joyeuse. Si on prend par exemple les pères de la mécanique quantique, de la physique quantique, il y a un siècle, on se rend compte que ce soit Einstein ou Heisenberg ou Schrödinger ou d'autres, ce sont des personnes qui se sont par exemple intéressées aux Védas, qui sont des textes sacrés de l'hindouisme, et qu'en plus ils ont échangé là-dessus, et que certaines équations mathématiques pour aller explorer l'infiniment petit, eh bien ces équations ont été inspirées de philosophies comme ça spirituelles, et donc ce sont ces allégories poétiques, métaphoriques de l'hindouisme qui ont notamment inspiré de grands physiciens pour poser les bases de la physique quantique il y a un siècle. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis si on remonte très loin en arrière, on sait que il y a des siècles, voire des millénaires, en tout cas de nombreux siècles, par exemple le métier d'astronome et le métier d'astrologue, c'était dispensé par les mêmes personnes. Donc, on a séparé les choses. Et il y a des scientifiques aujourd'hui, alors peut-être effectivement un peu plus en marge, comme Nassim Haramein ou autres, qui veulent réunifier en fait les sciences avec le monde de la mystique. Parce que ces deux univers racontent les mêmes choses, mais avec un vocabulaire, une approche différente, tantôt par le raisonnement mental et tantôt par peut-être la foi, peut-être par plus l'expérimentation subtile, invisible, et puis peut-être une exploration des textes religieux ou spirituels, et on se rend compte que tout ça converge. Oui, parce que quand tu parles d'astrologie et d'astronomie, enfin, ne serait-ce je pense que c'était au XVIIIe siècle, on enseignait l'astrologie à la fac. Donc c'était un cours à part entière, c'était une science qui était étudiée à la faculté. Donc déjà, on se dit que ouais, il y a eu une coupure à un moment donné. Je sais pas, j'ai pas trop en mémoire l'histoire par rapport à ça, mais je crois que c'était la religion qui a mis un terme à cet enseignement à la faculté pour bah, voilà, pour que les gens se redirigent plus vers la religion. Tout à fait. Ouais. Effectivement. On va partir d'abord de ce qu'on avait parlé de qu'est-ce qui crée la vie en fait. Parce que quand on part d'un postulat de cartésien, si on regarde l'origine de l'univers, on l'explique avec le Big Bang. On l'explique avec une théorie de, voilà, il y a eu cette explosion, la chaleur, et puis après cette densité qui s'est créée, et puis la vie sur Terre est apparue, etc. Mais comment un cartésien peut se dire, enfin, moi je sais que j'essaye de me dire cartésienne, et je me dis, mais
ok, mais le Big Bang, il vient bien, il se passait quelque chose avant le Big Bang. Tu vois, enfin, je veux dire, il y avait quelque chose, il n'y avait pas rien. Et puis le rien, de toute façon, c'est pas ce que c'est. Le rien, il y a quelque chose dans le rien. Mm, Enfin, je veux dire, c'est. mm, Du coup, comment aborder ce sujet-là, quoi? mhm. Alors, je pense qu'un live discret comme le nôtre va répondre à cette question. Non, bien sûr que non. Mais ce qui est joyeux, c'est de faire des hypothèses, hein, et d'aller regarder justement ce que disent les scientifiques, ce que disent les chercheurs. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller voir ce que dit la religion, ce que dit la spiritualité, et en même temps ce que disent les scientifiques. Alors, ce qui est pratique avec la religion, c'est en même temps ce qui est dogmatique, c'est-à-dire qu'on on nous raconte une histoire à laquelle il faut croire sans la remettre en cause. Donc, en tout cas, c'est certains aspects de la religion, où en fait on a des textes qui ont été transmis de génération en génération depuis des siècles ou des millénaires, et donc on devrait y adhérer justement simplement par foi en la véracité de ces contenus, Mm. sachant que on sait, un téléphone arabe de 3 personnes, on voit ce que ça donne. Alors t'imagines de prêtre en prêtre dans des textes depuis des millénaires, on peut imaginer qu'il y a une légère déformation entre ce qui s'est passé et ce qu'on nous Mm. raconte aujourd'hui. Et les scientifiques, eux, explorent beaucoup d'hypothèses sur sur le sujet du Big Bang, par exemple. Ce qu'on sait, c'est que il y a dans les différentes théories des multivers, il y a des théories de multivers, hein, donc d'univers multiples qui seraient parallèles, c'est-à-dire dans la même temporalité, on pourrait avoir plusieurs dimensions parallèles et donc plusieurs univers parallèles. Donc une même personne pourrait avoir des doubles quantiques, on pourrait dire, qui vivent, qui sont soit très similaires, soit très différents, dans une Comme une infinité. infinie de miroirs, en fait. C'est ça, comme une Mm. infinité de soi Mm. dupliquées comme ça à l'infini, avec des variations les plus farfelues possibles, comme les plus simplistes, en même temps, sur le même moment. Et donc, c'est en parallèle. Et puis, on a les théories plutôt de multivers séquencés. C'est-à-dire que là, cette fois, on va avoir des univers qui se suivent. Donc, on est Mm. séquencé dans le temps. Donc, dans la ligne du temps, avec la petite pointe de la flèche pour montrer vers la droite, vers le futur, comme dit Étienne Klein, qui a beaucoup écrit sur le temps. On a comme ça des univers qui se suivent. Et dans les théories en astrophysique, au-delà du fait que la communauté des astrophysiciens, depuis longtemps, s'accorde à dire que la théorie du Big Bang est la plus probable, on a récemment des théories complémentaires avec notamment cette idée de Big Bounce, qui serait de dire que le Big Bang, c'est effectivement à un moment donné, à partir de rien, dans l'infiniment grand, en fait, il y a eu une concentration en fait, d'énergie, il y a eu une explosion avec une dilatation de l'univers. Et donc, tout est né comme ça, dans un nombre d'années, de milliards et de milliards d'années, etc., etc. Et le Big Bang, ce serait l'idée qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une constriction de l'univers. À un moment donné, il y a une dilatation qui s'accélère, mais à un moment donné, il y aurait potentiellement une concentration de tout l'univers dans un point unique, infiniment petit, pour que l'univers s'achève et dans une temporalité qu'on ignore, soit instantanément, soit plus tard, et bien à nouveau un Big Bang qui apparaît. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de Big Crunch, je crois, où effectivement on aurait une succession de Big Bang, Big Bounce qui Mhm. s'enchaîneraient. Et la question demeure, c'est si cette théorie est vraie, euh, bah, on revient toujours sur la même question. Euh, Quand a eu lieu le premier Big Bang? Donc Mm. c'est une pirouette qui ne résout pas la problématique. Mhm. Voilà. Donc moi, pour conclure sur cette introduction là-dessus, on parle parfois de l'alpha et de l'oméga. Euh,
qui sont les extrêmes de l'infinitude, de l'éternité. Et en fait, je pense, après mes lectures justement en hindouisme, en bouddhisme, en taoïsme, etc., je pense que nous, humains, sommes incapables d'appréhender intellectuellement un fait, c'est qu'il n'y a jamais eu de début et il n'y aura jamais de fin. On est dans quelque chose d'elliptique qui est plus fort que nous et plus grand que nous, en tout cas nous incarnés. Donc je crois en cela, en tout cas. Je crois dans ce que nous proposent certaines philosophies spirituelles qui convergent aussi avec certaines théories des multivers. Hmm. Et ça donne le vertige hein, quand on pense à ça. Hein. Mais oui. Mais du coup, est-ce que l'univers est pas justement en expansion? Alors l'univers Et est en on... expansion, on sait qu'il s'accélère aussi beaucoup. Mhm, Donc effectivement, il est en expansion. En fait, ce qui est assez fou, c'est que, alors je n'ai plus la vitesse en mémoire, je ne sais plus si c'est 10 000. Bah, je vais dire une bêtise, donc je vais me taire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que non seulement notre planète tourne sur elle-même, elle tourne autour de notre étoile solaire. Euh, mais en plus, le système solaire, lui, il se déplace à vitesse grand V au sein de la galaxie, hmm, qui elle-même avance dans l'univers à une vitesse extrêmement rapide. J'ai même découvert il y a quelques jours que en fait, la galaxie d'Andromède, qui est la plus proche de la nôtre, qui est la Voie lactée, vont probablement en fait s'entrechoquer dans un temps lointain à notre échelle. Et donc, mhm, ces deux galaxies vont fusionner. Et donc, tout ça est le hmm, résultat de mouvements, de mouvements stellaires, interplanétaires, etc., intergalactiques. Donc, tout va extrêmement vite. Et effectivement, il y a une accélération. Les astrophysiciens s'accordent à dire aujourd'hui qu'il y a une accélération de la dilatation de l'univers, de l'expansion de l'univers. hmm. Ouais. C'est incroyable parce que quand on t'entend parler, c'est tellement immense, tellement inimaginable, tellement Mm, c'est l'infini. Et mm. en même temps, je me dis, et on est tellement mais minuscule au milieu de tout ça, et à Ouais. la fois, on est hyper complexe, on arrive à faire des choses incroyables et qui sont peut-être au niveau bébé pour certaines intelligences extraterrestres, j'en sais rien. Je crois aux extraterrestres, oui. Euh, et je me dis, euh, ne serait-ce que par justement la foi, des fois, qui te porte et qui te fait manifester ou, ou, je sais pas, créer des choses qui sont pas, comment dire, et qui sont pas explicables par par une théorie cartésienne. Mm, mm. C'est, enfin moi c'est incroyable quoi, ce côté, cette complexité, enfin c'est hyper complexe et en même temps je me dis bah, c'est peut-être super simple en fait à l'échelle euh, en explication quantique, tu vois. C'est toujours plus facile Euh, quand on a les. C'est toujours plus facile quand on a les réponses. Hein. ouais. Ah d'ailleurs justement c'est bien que tu amènes ce sujet-là. Je voulais juste te dire aux personnes qui vont nous regarder qu'on n'est pas là pour parler de qui a la vérité, de qu'on prône la vérité, qu'on a voilà. Je pense que c'est important aussi de dire que c'est notre expérience, que c'est notre vérité du moment et que tout bouge et qu'on n'a pas la science infuse comme on dit justement. Et voilà, je pensais que c'était important aussi de le dire aussi pour les personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder. Évidemment. Ouais. Euh, J'ai envie de te poser la question, parce que je sais que tu as écrit aussi là-dessus. Qu'est-ce que la foi? Mm. Alors,
On pourrait déjà regarder un petit peu au niveau de l'étymologie, Mhm. au niveau de la foi. Et en fait, quand on essaie de définir la foi, on voit que c'est intimement lié à la notion de confiance et la notion d'assurance. Il y a une forme de garantie de quelque chose. Donc ça parle de confiance en soi, de confiance en autrui, ça parle de confiance en une idée ou une idéologie. Ça peut penser, ça peut parler aussi de foi en un projet. Euh, il y a des personnes qui disent aussi parfois savoir sans voir pour Mm. faire le petit clin d'œil à saint Thomas, qui, voilà, dans la religion chrétienne, on dit, saint Thomas disait, je ne crois que ce que je vois. Mm. Euh, et c'était d'ailleurs pour l'anecdote assez intéressant parce que en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui avaient la plus grande foi étaient les personnes les plus sceptiques. Mm. C'est un paradoxe, et c'est l'histoire de saint Thomas. Parce que si on y croit, hein, dans le récit biblique et dans le récit voilà, de l'histoire du Christ, il y a ce phénomène de résurrection après la passion, etc. Donc il est ouais, dans un tombeau, puis on donné, voilà, il est ouvert, on trouve le linceul, le linge, voilà, taché de son sang, etc. Puis il n'y a plus rien dedans. Et donc le Christ aurait ressuscité, il serait revenu, il aurait parlé à ses disciples, etc. Et quand il est revenu, en fait, Thomas n'était pas là. Il était ailleurs. Et quand il est revenu, ses amis lui ont dit Jésus, Jésus est de retour, il a ressuscité. Donc il a cru que c'était des balivernes. Il était extrêmement sceptique et il a soi-disant voilà, crié, hurlé voilà, que c'était n'importe quoi, qu'on le prenait pour un imbécile, qu'il n'y croyait pas une seconde, etc. etc. Mm. Et paraît-il que quand il a vu Jésus arriver, en fait, qu'il se serait mis à genoux et il aurait dit Ok, je te vois, donc je crois. Et là, du coup, c'est devenu un homme qui a été un des disciples les plus fidèles, avec une croyance et une foi la plus intense. Donc, Mm. j'aime bien cette histoire. Et il y a la notion aussi d'accomplissement. Il y a une quête d'accomplissement dans la foi. Les personnes qui ont foi, elles ont foi en quelqu'un ou elles ont foi en quelque chose. Elles Mhm. ont foi en une idée, en un projet, en la réalisation de quelque chose. Donc il y a une notion d'accomplissement. Les personnes qui ont foi, il n'y a pas de gratuité. On n'est pas dans en tout cas, pour moi, la foi profonde et la foi vraiment humaniste, décorrélée de dogmes religieux, parce que la foi peut être complètement laïque, eh bien, elle est associée à une quête d'accomplissement. Et cette foi, eh bien, elle passe aussi par de l'autosuggestion. Elle passe aussi par la psychologie positive, elle passe par des notions qui sont assez contemporaines. Et finalement, avoir foi en soi, c'est prédire de façon absolue que on va atteindre la situation espérée, qu'on va atteindre, qu'on va réussir un projet, qu'on va atteindre un objectif. Donc c'est un pari sur l'avenir, mais comme disait Morpheus dans Matrix à son disciple Neo, il disait on n'est pas le meilleur quand on y croit, on est le meilleur quand on le sait. Mm. Oh, c'est beau ça. Et ça, c'est évidemment que ça peut être lu comme un manque d'humilité, comme un ego trop important. Et en même temps, ça peut être aussi interprété comme un signe de foi. Et à force de parler au présent, on sait en neurosciences que notre cerveau ne connaît que le présent. Donc quand on lui parle au passé ou au futur, tout pour lui, c'est du présent. Mm. Et les émotions suivent derrière.
Donc, quand on se projette devant ou qu'on se souvient de derrière, eh bien, le cerveau, pour lui, voilà, on vit des émotions maintenant sur des choses qui ont eu lieu ou des choses qui pourraient se passer. Ouais. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien de Mark Twain, hein, qui a écrit sur le succès, qui disait j'ai connu bien des difficultés, mais la plupart d'entre elles ne se sont jamais produites. Parce que, Ouais. à l'inverse de la foi, il y a la peur. Mm. La peur d'échouer, la peur de mourir, la peur d'être trahi, d'être blessé, d'être abandonné. On peut prendre toutes les blessures de Lise Bourbeau Ouais. liées à notre enfance. Donc, la peur peut nous faire entrer dans une mécanique assez sombre où la foi ne peut pas émerger, en fait. Euh, et donc, la foi, c'est aussi, bien sûr, un sujet empreint de religion. Et j'ai envie de te partager quelques phrases, en fait, te citer une femme qui s'appelle Leslie Hazelton, qui est une auteure américaine et qui a fait un TEDx il y a une dizaine d'années et qui en fait euh, parlait de passerelle entre politique et religion, mais aussi de questionner le doute et la foi. C'est vrai que le doute pourrait être l'antonyme de la foi. Mm. Ouais. Et, euh, et elle disait donc un humain qui rencontre le divin, et donc elle parle du prophète dans le Coran. Donc là, en religion Mm. musulmane, donc elle parle du prophète, on dit voilà, un humain qui rencontre le divin, comme l'a fait Mahomet, selon les musulmans, pour un rationaliste, on pourrait dire un scientifique ou autre, ce n'est pas un fait concret, mais c'est une fiction qu'on prend pour une réalité. Et en examinant les premiers récits que nous avons de cette nuit-là, elle dit ce qui m'a frappé est encore plus ce qui est arrivé, c'est ce qui n'est pas arrivé. Donc Mahomet n'est pas redescendu de la montagne en flottant comme s'il marchait dans les airs. Il n'était pas rayonnant de lumière et de joie. Pas d'aura dorée autour de lui, pas de sentiment d'un rôle absolu et prédestiné comme messager de Dieu. Et selon ses propres mots, il fut d'abord convaincu que ce qui était arrivé ne pouvait pas être réel. J'adore ça. C'est exactement comme saint Thomas. C'est-à-dire que finalement, la personne qui aujourd'hui et depuis des siècles est considérée comme un prophète, la première réaction qu'il a eue quand il a eu cette connexion avec le divin, c'est le scepticisme. En fait. C'est Mm. le doute, c'est l'incompréhension. Et c'est là où l'humanité parle. Elle dit son premier réflexe a été de finir le travail lui-même, de sauter de la plus haute falaise et d'échapper à la terreur de cette expérience et en mettant fin à toute expérience. Donc, le suicide. Il tremblait d'une peur absolue, il était submergé non pas par la certitude, mais par le doute. Mm. Et donc, elle dit que vous soyez rationaliste ou mystique, que vous croyez que les mots entendus par Mahomet cette nuit-là provenaient de lui-même ou de l'extérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'il en a fait l'expérience avec une force telle qui a fracassé la perception qu'il avait de son monde et de lui-même et qui a transformé cet homme habituellement modeste en un défenseur extrême de la justice économique et sociale. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans cet épisode très lyrique du prophète dans le Coran, quoi. Et donc, j'aime beaucoup cette idée que la foi peut émerger, peut être la suite d'un très grand scepticisme, en fait. Mm. Et il y a des personnes d'ailleurs, si on vient dans notre monde contemporain, ils peuvent faire des expériences spirituelles, soit accompagnées par des plantes ou autres, comme l'ayahuasca ou autre. Quand c'est mal accompagné ou mal préparé, il y a des personnes qui en fait ne reviennent pas complètement, qui sont, on Mm. va dire, perchées, etc., qui vont faire des décompensations. Donc tout le monde n'est pas préparé, tout le monde n'est pas prêt à encaisser, euh, je dirais, un éveil spirituel. Il y a des Mm. personnes qui restent un peu KO et aujourd'hui,
ces personnes-là, on va aller les accompagner, les soigner, les traiter aussi sur le plan médical, etc. Mais je sais que dans les hôpitaux psychiatriques aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui sont éveillées spirituellement, mais qui n'ont pas réussi à revenir pleinement, par exemple lors de voyages chamaniques ou autres, ou de prise ayahuasca ou autres, qui ont développé des maladies psychiatriques aujourd'hui qu'on considère comme telles, comme la schizophrénie, alors qu'en fait, on sait par exemple avec les travaux de Corinne Sombrin que quand on est en transe méditative, par exemple chamanique ou autre, avec un IRM, on sait que notre cerveau, il a une imagerie comparable à celle d'une personne atteinte de schizophrénie. Donc, ce qu'on considère comme une maladie aujourd'hui, on pourra réaliser peut-être demain que c'est juste un état de conscience modifié, non maîtrisé, d'éveil spirituel. Ouais. Bon, voilà, je m'arrête là parce que je digresse. Attends, je tousse 2 minutes. J'ai pas envie de tousser dans le micro, désolée. Mais quand tu parles de la foi, il y a aussi, tu parles de ce côté d'être pas prêt. Et il y a aussi, on en avait parlé, c'est que des fois, tu peux aussi développer la foi dans un moment de très, très grande détresse où justement, tu crois plus, t'as juste plus envie de vivre ou tu es dans un désespoir total, dans une très, très, très grande souffrance. Et des fois, c'est dans des moments de détresse comme ça intense où il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, un craquement. Enfin, moi, j'aime bien cette image-là, on en avait parlé, mais cette image de cette armure qu'il y a autour de notre cœur. Et en fait, quand tu vis un désespoir, une détresse très très forte, au bout d'un moment, tu lâches prise, tu lâches tout, et il y a comme ça craque et ça s'ouvre. Et enfin, la lumière peut jaillir. Et moi, parce que j'ai expérimenté cette expérience, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais de grâce, où, Oui. où au moment où je lâche tout, j'ai plus envie de vivre, ou je veux mourir, ou que voilà, ça suffit, je suis dans. En fait, tu lâches tout, tu lâches l'ego, tu lâches toute ton expérience, tu t'ouvres en fait. Au lieu d'être dans le renfermement, quand tu es dans un désespoir total, et que, je dis pas que c'est là où il faut aller, hein. Je dis moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. En fait, tu t'ouvres. Le cœur, il craque, il s'ouvre. L'armure, en tout cas, autour du cœur. Et, euh, et tu peux vivre des expériences très, très fortes de connexion avec quelque chose qui te remplit et où tu sens que tu fais partie d'un tout, où il y a un amour incroyable. C'est difficile à décrire avec des mots parce que ça nous dépasse. Et là, c'est le mental qui veut mettre des mots. Donc, c'est difficile. Mais en tout cas, oui, des fois, il y a la foi qui arrive dans des moments comme ça. Tout à fait, oui. On se le disait effectivement l'autre jour quand on préparait cette émission. La question est effectivement, est-ce que la foi arrive quand on a un grand espoir ou quand on a un grand désespoir? Ou Ouais, autrement dit, est-ce que le désespoir, paradoxalement, crée-t-il la foi? Et aussi. Ouais. effectivement, on se disait que oui, c'est vrai dans les deux cas. Je me souviens je te partageais d'un soin énergétique dans ma pratique d'énergéticien, donc avec le Theta Healing notamment. J'ai pu contribuer, contribuer à la guérison de maladies lourdes et notamment des cancers. Et notamment un monsieur qui était vraiment en stade terminal et on lui a annoncé un diagnostic de 3 mois à vivre. Voilà, c'était bientôt la fin, quoi. Mm. Et en fait, il y avait une forme de désespoir. Et c'est vrai que sa fille avait entendu parler de moi, de ma pratique, etc. Et donc, j'ai rencontré ce monsieur. On a fait un soin en duo avec Aurore, une amie, avait expérimenté. On Mm. a associé le Theta Healing à une autre technique. Et avec les suites numériques de Grégory Garbovoy et l'Human Process. Et puis, et en fait, en une séance, donc le monsieur était complètement voilà, désespéré et il disait j'ai envie de vivre, j'ai vraiment envie de vivre. Donc voilà, il était sceptique.
Il était désespéré. Il n'avait pas envie de mourir. Et en même temps, il était sceptique et en même temps, il est quand même venu chez un énergéticien, chez quelque chose qui lui était relativement inconnu. Et, et au fond du désespoir, elle a dit voilà, je suis ouvert. Et on a fait le soin. Et dans les 15 jours qui ont suivi, les métastases qu'il avait sur la poitrine et dans le dos ont totalement disparu. Et suite à un deuxième soin, il a fait un IRM 15 jours plus tard et la grande majorité des tumeurs qu'il avait au cerveau ont disparu aussi. Donc le diagnostic a changé. J'ai eu un autre cas en fin d'année là d'une dame qui avait des brûlures au visage très élevées, qui avait des problèmes dermatologiques et avec des effets secondaires sur des traitements, etc. Et elle a été brûlée, 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 donc elle a été complètement dévisagée. Et donc, elle exigeait presque de faire un soin avec moi. Voilà, elle commandait le soin, et elle commandait la guérison, et elle était vraiment désespérée parce que rien n'y faisait en allopathie, etc. Donc, elle venait avec quelque part une forme de désespoir sur la médecine traditionnelle et une forme de foi en sa propre guérison. Et les personnes que j'accompagne d'ailleurs en Theta Healing, je les appelle pas des patients parce que je ne suis pas médecin, donc ce ne sont pas des patients. J'aime pas parler client parce que la notion de client, on parle de commerce, etc. Et même si c'est une activité qui a de la valeur ajoutée et donc qui mérite une rémunération, la notion de client me dérange. Donc j'ai créé le terme ago-récipio. Donc les personnes que j'accompagne, je les appelle des ago-récipios. Donc ago-récipio, ça vient du latin, ago qui veut dire agir, et récipio qui est le radical latin qui crée le mot recevoir ou récipiendaire, etc. Donc l'ago-récipio, c'est celui qui agit et qui reçoit simultanément. Et donc j'ai un petit mantra et je demande aux personnes de dire le mantra et de me dire que effectivement elles ont foi en leur guérison et elles sont actrices de leur guérison et elles ont foi dans la vertu du soin. Moi, je suis persuadé que dans les soins énergétiques, il y a une dimension placebo et psychosomatique qui est évidente. Et c'est pas un problème, quoi. Et c'est comme quand on dit, ou autrement, ou à l'inverse, on peut dire, oh là, c'est magique, voilà, la personne a guéri du cancer. Ben, si on a envie de croire que c'est magique, ben, c'est magique, il n'y a pas de souci. C'est quoi la magie? Voilà, c'est quoi la magie? S'endormir et se réveiller le matin, c'est comme mourir tous les jours et renaître tous les jours. Est-ce que c'est magique? Oui. Avoir la naissance, un petit, quand on a des enfants, quand on les voit grandir, quand ils ont 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qu'à la base, c'est des êtres qui n'existaient pas. Ils n'existaient pas. Donc, c'est un miracle, en fait. Donc, si on ouvre un peu le cœur et les yeux, en fait, la magie, elle est quotidienne. Donc, les personnes qui considèrent que c'est magique de guérir de maladies graves avec l'énergétique, bah, c'est OK. Du moment que ça favorise leur guérison, moi, ça me convient. Hein. Donc, tout ça pour dire que ouais, j'ai vu ça. Et en même temps, je peux te partager un autre cas où là, bah, j'ai pas eu de réponse, mais c'était, je me disais, waouh, au début, je pensais que c'était soit un piège, une moquerie. Mais suite à mes conférences sur la mystique quantique, où je partage ma théorie sur le voyage spatio-temporel multivers par saut quantique intégral, où j'explique que ça parle de multivers, ça parle de blocs espace-temps d'Einstein, ça parle de rétrocausalité, et ça parle de mécanique quantique. Et donc tout ça, voilà, donc c'est la conf de 3 heures que je fais tous les 3 mois. Et en fait, l'idée, c'est qu'à terme, il y ait la création d'une technologie énergétique pour justement pouvoir se déplacer dans l'espace-temps, dans des dimensions parallèles, mais vraiment consciemment et corporellement. Voilà. Et pas seulement ce qu'on sait déjà et ce qui est prouvé. Voilà. Oui, une forme de téléportation, tout à fait. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliers de témoignages à travers les expériences de mort imminente, les sorties de corps, les voyages astraux, les transméditatives, les voyages chamaniques. On a des milliers de témoignages depuis des décennies. On sait aujourd'hui qu'on peut voyager dans l'espace-temps, dans d'autres dimensions.
mais c'est l'âme et la conscience qui se déplacent. Voilà, c'est pas le corps. Donc je parlais de ça, etc. Et j'ai reçu un message privé d'une dame qui me dit bonjour avec un ton très sérieux. Il dit voilà, notre fils Thomas est décédé il y a quelques années d'un accident de voiture. Il a été fauché par une voiture et on cherche, on refuse son départ et on cherche toutes les solutions possibles pour le faire revenir. Wow. Et donc, la question était très claire, c'est quand est-ce que la technologie dont vous parlez, on y croit? Quand est-ce qu'elle existera? Hmm. Et quand est-ce qu'on pourra l'utiliser pour faire revenir notre fils? Donc, tu comprends bien pourquoi j'ai cru soit à un canular, soit à un piège, Oui, soit, oui. voilà. Et je suis, donc j'ai demandé à la personne, voilà, j'ai posé des questions pour voir si c'était, voilà, quelle était la véracité. La personne m'a contacté sur un autre canal, elle m'a envoyé une coupure de presse, euh, effectivement, de l'accident, etc. Et c'est pas un canular. J'ai mis un mois pour lui répondre. Je comprends. Je sais Euh, pas si je leur ai répondu, moi. j'ai mis un mois pour lui répondre et j'ai senti euh, un grand désespoir parce que là, il y a quelque chose d'irrationnel. Hmm. Parce que évidemment que, à ma connaissance aujourd'hui, le projet dont je parle et la technologie aujourd'hui n'existe pas. Je pense que c'est une technologie qui existera. Moi, j'évalue que c'est quelque chose qui pourrait émerger, en tout cas dans les tout premiers pas, d'ici 30 à 35 ans. Donc ça, j'y crois, j'y crois. Je sais que ça pourra cheminer en ce sens. Il n'y a pas que moi qui travaille sur des projets similaires là-dessus. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, officiellement, ce genre de technologie n'existe pas. Donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, de La la science-fiction. mythologie, de la science-fiction Hmm. et de quelque chose de déraisonnable. Et en même temps, il y a une foi. Et en même temps, c'est une personne qui a beaucoup apprécié voilà, ma conférence, etc. C'est juste qu'elle a fait le Oui, raccourci oui, entre une théorie et oui, une réalisation pratique. oui. Donc moi, je dis bien en conférence que la question, c'est pas est-ce qu'on est capable de voyager dans l'espace-temps? La question n'est pas là. La question, c'est quand est-ce qu'on le fera? Parce que Hmm. d'un point de vue purement scientifique, c'est juste une histoire de quantité d'énergie et de maîtrise de l'énergie. Demain, quand on aura une technologie énergétique qui permettra de déployer de l'énergie, d'avoir un moteur à énergie infinie comme le projeté Tesla ou d'autres, et on pourra avoir une énergie incommensurable, on pourra voyager dans l'espace-temps. C'est mécanique en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est quand est-ce qu'on va réussir à développer cette technologie? Est-ce qu'on aura la chance, si on donne du crédit au récit mythologique de l'Égypte antique ou de l'Atlantide, est-ce qu'on aura le droit à un petit coup de pouce d'ailleurs? Je ne Hmm. sais pas. Mais en tout cas, déjà, si on se regarde, si on dialoguait avec nos arrière-grands-parents en leur disant que ce qu'on est en train de faire, par exemple, à travers une espèce de Oui, boîte, on voit quelqu'un à travers un écran et qu'on peut faire ça en live avec un autre humain à travers le monde, il nous prendrait pour un fou, on irait à l'asile, quoi. c'est clair. Donc les technologies imaginées par la science-fiction, en général, sont prophétiques de la réalité du futur. Et on peut même parler de souvenirs du futur pour paraphraser Romuald Le Terrier, que j'aime beaucoup, Hmm. parle de rétrocausalité. Donc voilà, tout ça pour revenir sur le sujet de cette dame voilà, qui veut faire revivre son garçon. Donc j'ai mis un mois pour écrire une réponse avec de la compassion, quoi. D'abord de la compassion, et puis parler avec de la simplicité et répondre de façon la plus honnête possible et de dire, bah voilà, recadrer avec la réalité, quoi. Ouais. Donc, bah non, c'est pas possible. Mm. Mais tu vois, je rebondis sur cette théorie et cette vision de voyage dans le temps. Ben, mine de rien, par rapport à tout ce que tu expliques, ça nourrit quand même cette partie de la population qui est très cartésienne. Parce que si ça arrive, on l'expliquera, Bien on sûr, sera capable de l'expliquer parce qu'on aura maîtrisé cette énergie-là. oui, Donc j'en reviens encore à ce côté de se dire que en fait on avance, on, on, on évolue, on a plein de technologies qui arrivent, des nouvelles technologies avec lesquelles on utilisera.
qui seront sûrement basées sur l'énergie. Ça, c'est quasiment sûr, des choses qui, voilà, des microparticules. Enfin, je sais pas, voilà, je suis pas scientifique pour le dire, mais et du coup, je me dis, mais comment garder la foi quand en fait tu regardes et tu te dis, mais tout est explicable à chaque fois. Tu vois, enfin, il y a un côté en moi qui se dit, ok, mais si à chaque fois on peut expliquer, si on va pouvoir expliquer et créer des voyages dans le temps, des voyages de lieu ou de la téléportation, etc., ben, je me dis, comment garder la foi? Tu vois ce que je me dis, en fait, il y aura toujours des cartésiens. Mhm. Parce qu'en fait, il y aura toujours de l'explication, parce que plus on évolue, plus c'est parce qu'on développe cette intelligence et tu vois, ce côté. Mais en fait, c'est pour ça que je parlais de fausse dualité. Mm, Je fais partie de ces personnes qui veulent incarner une passerelle entre les deux mondes. Comme je le disais, l'exemple des pères de la mécanique quantique, de la physique quantique, qui finalement s'inspiraient de philosophie hindouiste, des textes sacrés, des Védas, pour alimenter les expériences de pensée, les réflexions et aboutir à des équations qui sont devenues des références, voilà, et mm, avec des avec des constantes comme la constante de Planck par exemple, etc. Euh, et quand moi j'ai exploré l'hindouisme, les Védas, je me suis rendu compte qu'il y avait des parallèles très forts avec l'alchimie et avec les textes qu'on peut aller, voilà, si on gratte, on fouille sur Internet, on peut trouver des informations intéressantes, on peut recroiser des sources sur cet homme qui se serait appelé donc Hermès Trismégiste, qui serait le père de la psychologie, de l'astrophie, alors, père de la psychologie, de l'astrologie et de l'alchimie, et mhm, qui aurait vécu en Égypte antique. Et donc, il avait instauré, un peu comme les 10 commandements dans l'autre religion, c'est des textes, en fait, des notions, des préceptes, en fait. Donc, il y avait 7 grands préceptes, principes, qui depuis ont été qualifiés d'hermétiques par rapport à son nom. On parle de 7 principes hermétiques. Et qui sont utilisés par les alchimistes au fil des siècles pour transmettre leurs enseignements dans le secret, à travers le mm, langage des oiseaux, le langage poétique et imagé. Et ces 7 principes hermétiques, on les retrouve d'une autre façon dans les Védas en hindouisme. On les retrouve écrits différemment dans le bouddhisme. Dans les recherches en physique quantique et en astrophysique, on a des raisonnements, des expériences, des tests cliniques qui font écho à ces notions-là aussi. Donc, c'est assez impressionnant et c'est ça qu'on appelle la mystique quantique. Et, euh, et moi, j'ai découvert ça il y a 5 ans avec un physicien russe qui s'appelle Fritjof Capra. mhm, Fritjof Capra, qui est un physicien russe qui est reconnu en Russie, donc, et qui a écrit une quinzaine d'ouvrages. Et son premier ouvrage, il l'a écrit il y a 50 ans et ça s'appelle Le Tao de la physique. Et dans ce livre, je suis tombé de ma chaise parce qu'il écrit noir sur blanc, en synthèse, tout ce que j'avais imaginé, toutes les hypothèses que je faisais dans ces corrélations. Il pose les bases de la mystique quantique. Donc, il explique toutes les passerelles entre la physique quantique, l'astrophysique et la spiritualité. Il y a d'autres exemples aussi par exemple, dans la religion juive, en fait, avec la Torah, on a un monsieur qui s'appelle Rav Yitzhak Ginsburg, ouais, qui a sacré créé, nom, ça. qui a créé un institut, et son institut, en fait, il s'appelle l'Institut interdisciplinaire avancé de la Torah, l'art et la science. Mm, Donc c'est quelqu'un qui raconte, qui décrit en fait la Kabbale. Le mec, il a écrit une quarantaine de livres sur la Torah. C'est un érudit et il parle de psychologie, il parle d'éducation, de médecine, de politique, de mathématiques. Donc c'est bien au carrefour et c'est bien
dans l'interdisciplinarité que la Mm. vérité se loge et qu'on peut la dénicher. Ouais. Pour moi, c'est pour ça que ça parle de multipotentialité. On a créé une société de la complexité en quête d'exploration, de découverte, d'un ailleurs, etc., de développement. Et une telle complexité demande des spécialisations. Le problème de la spécialisation, c'est le cloisonnement des Ouais. disciplines. Et le cloisonnement des disciplines déconnecte le cœur au corps, à l'esprit. Et donc, il y a des tentatives de réunification de tout ça, comme Nassim Haramein avec son laboratoire Taurus, notamment depuis 35 ans, qui est décrié parce qu'il est un peu en marge des autres scientifiques. Mais on a des gens aussi qui se questionnent sur la physique de la conscience, de l'âme, essayer de définir ce que c'est que l'âme. Quand on est chercheur au CNRS, c'est ce que fait Philippe Guillemant depuis de nombreuses années. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones. Il a eu un prix Cristal pour ça, honorifique. Et en même temps, c'est un homme qui a une approche métaphysique et cosmologique très intéressante. Donc, c'est bien la convergence des sciences et de la spiritualité qui nous rapproche de la vérité. En tout cas, Mm. euh, en Ouais. tout cas, on peut constater qu'il y a de nombreuses convergences. Les deux se nourrissent l'un de l'autre Ouais, pour trouver oui, des réponses, quoi. tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on connaît le poids de l'âme. 21 grammes. Tu parlais de l'âme. Ça vient d'où ça? Je sais pas, mais il y a une étude Mm. là-dessus que l'âme Mm. pèse 21 grammes. Après, faudrait que je pousse parce que je suis pas assez. C'est comme dans les bouteilles de vin, c'est la part des anges. C'est ça. Mais tu vois, Mm. quand on parle de tout ça, c'est absolument fascinant. Et tu vois, je me dis, ne serait-ce que l'imagination, notre imagination en tant qu'humain, comment on pourrait imaginer quelque chose qui n'existe pas? Comment on peut concevoir que vient dans notre esprit, dans notre imagination, quelque chose qui n'existe pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, des fois, juste de se dire qu'on a une imagination qui est très, très, très fertile, qui est florissante, qui pense à des choses qui sont incroyables, comment on pourrait créer ça? Enfin, je veux dire, si ça n'existait pas, on pourrait pas l'imaginer. Ça, c'est intéressant parce que on a des personnes d'un côté qui, dans le monde scientifique, quand on parle de recherche de vie extraterrestre, Mhm. parler d'extraterrestres, ça peut paraître farfelu, alors qu'en fait, c'est un sujet de recherche extrêmement poussé. Il y a un Ouais. institut aux États-Unis avec des champs de paraboles qui sont en quête de signaux radio de vie extraterrestre depuis des décennies. Mhm. Je crois que c'est le SETI. Et donc, ces scientifiques-là, très souvent, se disent, hein, et c'est le discours qu'on entend des astrophysiciens, c'est-à-dire, et notamment des planétologues, c'est pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du carbone. Euh, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'eau. Pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'oxygène et de l'hydrogène. Bon, bah, euh, c'est de l'anthropomorphisme en fait. Mm. C'est quand même extrêmement réducteur quand même, Ouais. voire un Ouais. peu, comment dire, sans être comment dire, vulgaire, mais en tout cas c'est très limité et limitant Mm. comme vision. Mm. Et pour moi c'est presque, je trouve que c'est tellement énorme comme erreur Mm. que ça montre bien la limite d'un esprit uniquement cartésien. Ouais. À côté de ça, si on s'autorise à imaginer d'autres champs des possibles, moi j'aime bien quand tu dis que c'est cette idée que on peut inventer, imaginer quelque chose qui existe déjà quelque part ou quelque temps. Mm. Euh, En fait, pour moi, ça parle, et encore une fois, la mystique quantique m'a fait faire des passerelles entre tout ça. Pour moi, ça me fait penser à l'éther. Euh, et Ouais. donc, pour moi, l'éther, c'est la même chose que le processus de vacuité en bouddhisme. L'éther est un élément qui est à la fois un élément théorique
en sciences physiques. Un des derniers prix Nobel a clairement nommé l'éther. Einstein, lors d'un interview, a nommé l'éther il y a un siècle. Et c'est aussi un sujet métaphysique. Voilà. C'est le principe de vacuité dans le bouddhisme. C'est aussi dans l'hindouisme l'akasha, donc avec les mémoires akashiques. On pourrait aussi parler du prana. On pourrait parler de l'inconscient collectif jungien. Mhm. On pourrait parler de la noosphère. Voilà. Donc tous ces termes, en fait, racontent Ouais. la même chose. Racontent quoi? Tout simplement que selon les physiciens, l'univers est composé de 80 à 99% de vide. Que ce vide, il est empli de toutes les potentialités et que donc dans ce vide, il y a le plein. Que dans ce vide non vide, il y a le tout. Et Mm. que le principe de vacuité, c'est justement de faire le vide pour laisser de la place à toutes les potentialités. Mm. Et dans l'akasha, il y a cette notion, dans ces mémoires akashiques et ces bibliothèques akashiques, il y aurait la possibilité d'aller chercher de l'information dans tous les espaces-temps. Mm. Et dans les terres, il y a cette notion qu'effectivement, dans ce vide informationnel, on aurait accès à tout. Et dans Ouais. les travaux de Grigory Grabovoy, qui est aussi un physicien russe très, très connu, il y aurait cette idée que l'énergie euh, euh, contiendrait en fait de l'information et que cette information, en fait, globalement, elle n'est que amour. Voilà. Et que tout l'univers serait amour et que finalement, cette notion d'amour, en fait, est intimement liée à la notion d'énergie. Voilà. Donc là, en fait, on mélange des notions qui n'ont pas l'habitude d'être conjuguées. Mais c'est très intéressant à expérimenter parce que quand on regarde le sujet du bouddhisme et quand on nous invite à la vacuité, eh bien, on est dans un chemin philosophique vers la compassion. La compassion, c'est la vertu la plus élevée dans la philosophie bouddhiste. La compassion va au-delà de l'amour. Voilà. Mm. Donc, on a des concepts en fait comme ça qui sont convergents et qui sont effectivement vertigineux, mais en même temps, quand on prend le temps de les étudier, on se rend compte que tout est déjà là et ce qui est dit est cohérent. Tout ça est cohérent. En fait. Mm. Ouais, donc en fait, tout est relié en fait. Tout est relié et que ce soit le scientifique qui va expliquer par des calculs ou le croyant qui va expliquer par la religion ou par la foi en quelque chose d'autre, en tout cas pas nécessairement la religion, mais euh, tout est relié en fait. Tout explique. J'ai une question pour toi qui est assez personnelle. Est-ce que, est-ce que tu crois en qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ça qui, qui régente tout ça? Tu vois? Enfin, parce que je Hmm. me dis, ok, il y a tout ça, et c'est multivers, multipotentialité, il y a c'est l'infini des possibles. Mais est-ce qu'il y a en haut quelque chose ou une énergie qui dirige tout ça? Hmm. Alors, c'est une question qui a été posée à Albert Einstein, en fait, et je ne sais plus exactement la formulation de sa réponse, mais en gros, il disait que pour lui, ça paraissait inconcevable qu'il n'y ait pas une intelligence supérieure qui, justement, régit tout ça. Hmm. Cette fameuse phrase, disait-il, Dieu ne joue pas au dé. Il y a pour lui quelque chose de prédéterminé, de prédéfini. C'est quelqu'un qui croyait beaucoup au déterminisme. Je ne dis pas de bêtises. Et c'est pour ça qu'il se frottait beaucoup avec ses pairs scientifiques à l'époque, parce que il était très en désaccord, quoi. Donc le côté aléatoire et le côté libre arbitre, ça l'embêtait beaucoup. Hmm. Euh, et donc effectivement, et on revient au principe hermétique en alchimie.
ce qui est au-dessus est en dessous, ce qui est en dessous est au-dessus, ce Mm. qui est à l'est est à l'ouest, ce qui est à l'ouest est à l'est. Des principes masculins et féminins, le principe de genre. Donc, dans les 7 principes hermétiques, il y a des concepts universels, intemporels, éternels, qui décrivent tant que possible avec des mots cette intelligence supérieure. Donc, pour ma part, en fait, j'appelle ça énergie. Mm. Le mot que j'utilise là où d'autres vont parler de créateur de tout ce qui est, de Dieu, d'un principe supérieur, etc., de démiurge, il y a des dizaines de mots pour nommer Ouais. ce qui est plus grand que nous et invisible et subtil et qui aurait tout créé. Moi, j'appelle ça l'énergie. Et dans mes recherches, en fait, en particulier avec mon étude de la physique quantique, j'en suis arrivé à la conclusion que pour moi, l'énergie a une conscience. Parce que quand on fait l'expérience de la décohérence et que le protocole est d'observer ou de manipuler sans observer l'énergie dans l'infiniment petit et qu'en fonction de ce qu'on fait, l'énergie, j'ose dire, décide d'être en décohérence, de sortir avec la décohérence et de se figer soit à l'état particulier baryonique dans la matière, soit d'être à l'état vibratoire ondulatoire, il y a une conscience. Mm. Et à force de chercher, j'en suis arrivé même à l'idée que non seulement l'énergie a une conscience, mais en fait, pour moi, aujourd'hui, l'énergie est conscience. Mm. C'est-à-dire que la conscience est énergie et l'énergie est conscience. Le fait de poser ça, ça peut se traduire en équation et ça peut nous permettre d'intégrer dans les équations mathématiques une nouvelle constante, qui est la conscience. Qui est la Qui est la conscience, ouais. conscience. Et ça peut être, ça peut répondre à des questions auxquelles on n'avait pas de réponse jusque-là. Ça peut permettre de faire de nouvelles hypothèses. Donc voilà. Donc moi, je crois réellement que voilà, que la conscience et l'énergie sont la même chose et que c'est pas si étonnant que ça qu'on soit assez nombreux à, à ressentir avec trouble parfois dans notre vie de se sentir très étriqué dans ce corps-là, de se regarder dans le miroir et de pas se reconnaître ou de pas. Et là, il n'y a pas Ouais. de trouble psychiatrique, de problème identitaire ou autre. On est vraiment sur une sensation de se dire je sais que nous sommes des êtres beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux Mm. que ça, mais autrement que des êtres incarnés dans la matière. Ouais. Euh, le pourquoi on est incarné, j'en sais rien. Par contre, le comment on est incarné, ça, on peut l'étudier. Ça, c'est Mm. intéressant. Questionner la définition de l'âme, ça, on peut le faire. Essayer de voir ce qui se joue, voilà, où se situe la conscience. Voilà, des gens comme Jung ont posé des choses assez intéressantes et donc oui, donc moi je crois dans l'existence d'une intelligence supérieure à l'humain et je l'appelle énergie. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut, c'est qu'elle est là et on peut jouer avec elle. Ouais, carrément. Mm. J'adore ce que tu dis, j'adore, c'est trop beau. Euh, je regarde l'heure qu'il est parce que je crois qu'on a. Donc il Ouais, va falloir ouais, qu'on ça arrête fait. bientôt à Ouais, mon avis. je pense, ouais, parce qu'on pourrait continuer encore parce que j'aurais encore plein de questions, mais je me dis, bon, c'est pas grave, on fera un troisième live. Yes. Parce que parler du libre arbitre, de l'âme, enfin, tout ça, là, l'incarnation et tout, je trouve ça fascinant aussi. Donc, ça pourrait être l'objet peut-être d'un nouveau live Mm. à faire. Frédéric, un immense merci pour toutes ces pépites que tu viens de partager, ces informations qui, enfin, moi, en tout cas, ça m'ouvre des portes, ça m'ouvre sur d'autres choses, tu vois. Voilà, il y a quelque chose qui s'émerveille en même temps qui se questionne et qui trouve ça fascinant et qui a le vertige. Donc, merci beaucoup pour tous ces partages. C'était super Avec grand chouette. plaisir.
Il y a eu pas mal de gens qui se sont connectés. Il n'y a pas eu de questions finalement. Il y a eu quelques commentaires, mais il n'y a pas eu de questions. Donc en même temps, on n'a pas ouvert aux questions, mais bon, si jamais il y a des gens qui ont des questions, peuvent te contacter. Oui. Ton compte Facebook, c'est Frédéric Bernier, coach, je sais plus, non? Non, mais sur Facebook, j'ai mon profil avec mon patronyme et puis sinon j'ai ma page aussi, donc voilà. D'accord. Mm. Mm. Donc, ok. Bon, ben, si les personnes te cherchent, en tout cas, Frédéric Bernier, et si elles ont des questions, pour venir te chatter un peu avec toi. Avec plaisir. Ouais. Euh, Écoute, un grand merci. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une très belle soirée. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés, qui ont fait des petits commentaires. Merci. Et Et puis, j'ai envie de conclure oui. avec une parole d'un dessin animé de Walt Disney que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Le Prince d'Égypte. Mhm. Et dans la bande son, il y a une chanson qui dit euh, la foi, euh, la foi peut faire des miracles, on en fait quand on croit. Et, Hmm. j'aime beaucoup cette phrase et cette chanson. Elle m'avait transporté. Cette musique était incroyable. Moi, j'invite Ouais. tout le monde à faire un petit replay du dessin animé Le Prince d'Égypte pour faire l'expérience de la foi. C'est une belle façon de voir l'illustration de la foi. Mm. Hmm. Non, mais carrément. Bah, tu sais quoi, je vais le regarder parce que pour tout dire, moi, je l'ai jamais vu. Donc, je pense que, ouais, carrément. Ça Bah, marche. merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux gens. Merci. Ouais, ça chamboule. Je vois pas très bien. Ça Ça chamboule pas chamboule mal. pas Au mal. courant. Ouais, Plein on de voit choses. pas trop, mais et ouvre sur plein de choses. Ok, Mm. super. Bon, mais super. Merci beaucoup. À très bientôt tout le monde. À très bientôt Frédéric. Et je te souhaite une belle nuit étoilée et plein de voyages spatio-temporels à tout le monde. Ça marche. Ciao. Ciao, à bientôt.